Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue sur les ondes de votre chaîne privée Sahel TV pour ce nouveau bulletin d'information dont voici tout de suite le sommaire. Des bureaux dédiés à l'enregistrement à distance ouverts aujourd'hui à Nouakchott. L'opération sera généralisée aux autres capitales régionales. Le schéma directeur d'aménagement urbain de Nouakchott, le document a fait l'objet d'un atelier de restitution. Et puis la CPI qui fête ses 20 ans sur fond de polémique sur sa politisation et son inefficacité. Merci, mesdames et messieurs, de vous joindre à nous. 18 bureaux dédiés à l'enregistrement à distance ont été ouverts aujourd'hui à Nouakchott à raison de 2 bureaux par Mourata. Des bureaux analogues seront ouverts dans les capitales régionales afin d'accélérer le rythme d'enregistrement du recensement administratif à vocation électorale. Ces bureaux vont devoir enregistrer les personnes se trouvant dans les capitales régionales et désireuses de voter dans d'autres wilayas. Sidibé était sur place. C'est le désappointement pour Ahmed venu à la commune de Théaret pour se faire inscrire sur la liste électorale dans la perspective de voter chez lui à Attar. Cette nouvelle formule, dite inscription à distance, vient juste d'être autorisée par la CENI en vue de faciliter les inscriptions aux citoyens. On n'a pas trouvé quelque chose ici. Maintenant, on a demandé les CENI pour... on va enregistrer ma pièce d'identité là-bas. Les inscriptions à distance ont bel et bien démarré aujourd'hui. Seulement, Ahmed n'a pas frappé à la bonne porte. Manque de communication peut-être. Et pourtant, dans chaque Moukata de Nouakchott, il existe 2 nouveaux bureaux spécialement chargés des inscriptions à distance. Pour l'Oxar, les bonnes adresses sont l'école 2 et le lycée El Jedida. On demande aux autorités d'élargir cette opération sur tous les bureaux de Nouakchott parce que ça va nous éviter les déplacements, ça va nous éviter des dépenses, enfin des doubles dépenses. Pour le responsable du bureau de l'école 2, l'opération se déroule dans de bonnes conditions. Les populations se bousculent. On a commencé très tôt l'enregistrement à distance. Donc les gens, comme vous avez constaté, les gens viennent pour s'inscrire. Et ça, c'est une opération qui permettra aux gens de ne pas se déplacer pour s'inscrire à l'intérieur, mais plutôt s'inscrire ici et voter à l'intérieur du pays. Cette déterritorialisation des inscriptions ne nécessite pas de gros moyens. Le mécanisme est plutôt simple. Dans le cadre de ce recensement à distance, donc il y a des équipes qui sont mobilisées à cet effet. Donc 2 agents sont affectés au niveau de ce bureau-là. Et ils sont juste chargés de réaliser cette activité. Et le nouvel équipement, c'est le même dispositif qui était là, mais le nouveau équipement, ils ont les ordinateurs, ils ont l'ensemble des équipements qui accompagnent un peu le recensement. Malgré son lancement et le succès visible sur le terrain, certains partis de l'opposition émettent des réserves sur la légalité et la transparence de cette inscription à distance. Parce que la loi sur les inscriptions, qui figure sur la loi sur les communes, indique clairement que les personnes doivent s'inscrire elles-mêmes physiquement. Leur présence est indispensable. C'est évidemment pour éviter d'abord qu'il y ait des fraudes. Quelqu'un peut prendre les cartes d'identité des gens et aller les inscrire où il veut. Et ensuite, deuxièmement, c'est très grave parce que ça montre que les gens ne sont plus inscrits par rapport à leur résidence dans une zone donnée, mais ils sont inscrits de manière déterritorialisée, c'est-à-dire sur l'ensemble du territoire. À la limite, vous pouvez même prendre des gens qui sont en France et les inscrire à Tavarzene ou à Tayaret. Pourquoi? Parce qu'il n'y a rien qui indique où ils sont physiquement. Donc le fait qu'eux, ils ne viennent pas directement s'inscrire crée une situation de manipulation possible des électeurs et des bureaux de vote. Selon la CENI, la nouvelle formule d'inscription à distance sur les listes électorales a pour but d'accélérer les inscriptions et de rattraper la brièveté des délais.
Branle-bas dans les quartiers généraux des partis politiques en prévision des élections de septembre prochain. Une première dans l'histoire politique de la Mauritanie, l'élection des conseils régionaux. Ces assemblées délibérantes des régions sont convoitées par les candidats. Ce sont elles qui se chargeront de la gestion réelle des régions. Des Sidi nous en dit plus. Dans ce cadre, la région de Nouakchott se détache pour son importance symbolique et pratique pour tous les partis politiques qui s'y lancent à corps perdu en avançant leurs personnalités les plus marquantes afin d'abord de chercher à occuper cette instance, mais aussi pouvoir exprimer symboliquement la place de ce parti dans le jeu général de la vie politique du pays. L'enjeu principal de ces régionales, c'est d'abord un enjeu de positionnement, trouver ce qu'ils pensent être une place de premier plan sur l'échiquier politique. En raison de l'importance de ces élections et du nombre extrêmement élevé de candidatures des partis politiques, le jeu tourne autour des pôles, des alliances pour faire face à ce que chacun considère comme adversaire. Les principales coalitions de l'opposition et de la majorité s'organisent dans cette perspective. Ils unissent leurs efforts pour les prochaines batailles électorales et ainsi relever ce défi. Et on a vu Tawassoul a plus de chances ici à Nouakchott, plus de présence ici à Nouakchott. Aussi, l'FNDI aussi a su que vraiment, si vraiment il y aura un candidat de Tawassoul ici à Nouakchott, on a de fortes chances donc de gagner parce que nous avons une forte présence. Même les élections de 2013 le témoignent. C'est fondamentalement cette dimension effective de gestion courante de la vie des populations qui fait que les partis politiques se lancent dans une compétition acharnée pour contrôler les régions. Pour nous, deux scénarios sont possibles. Gagner au premier tour en faveur des partis de la majorité réunis au sein d'une coalition, ou encore partir au deuxième tour. Et là, toute la majorité sera ensemble, y compris le parti au pouvoir IPR, pour contrer l'opposition. Ce qui explique que les régions ont tout de suite attiré l'attention de ces partis en termes d'enjeux au moins aussi importants pour certains d'entre eux que la liste de députation, ou en tout cas largement au-dessus des communes. Même si les mairies sont toujours très importantes, elles viennent en seconde position dans le cœur des partis politiques. C'est l'impression qu'on a quand on voit l'engouement que provoquent ces élections régionales et le dressage des listes par ces partis politiques. L'ancien président du parti Tawassoul, Mohamed Jamil Mansour, présentera son parti sur la liste du conseil régional de la wilaya de Nouakchott. Le parti Rassemblement national pour la réforme et le développement entre en compétition pour le siège du conseil régional à Nouakchott sur une liste, commune avec le FNDU. Au cours d'une conférence de presse tenue hier à Nouakchott, le président de la haute commission chargée des élections au niveau du parti Rassemblement national pour la réforme et le développement Tawassoul a par ailleurs indiqué que Tawassoul affrontera l'UPR dans 14 communes. Les médecins vont-ils enfin mettre un terme à leur menace de poursuivre la grève? C'est la question que tout le monde se pose après leur rencontre ce mardi avec le président de la République. Les médecins réclamaient une hausse des salaires, des primes d'éloignement et la prise en charge des premiers soins d'urgence. La rencontre a permis de passer en revue la situation de la santé publique dans le pays et les voies et moyens d'améliorer les performances du cadre médical national. Une crise s'était transformée en grève, paralysant tous les centres et hôpitaux du pays pendant 4 semaines. Faire de Nouakchott une ville moderne en adéquation avec les plans d'aménagement de l'espace urbain, c'est l'objectif du schéma directeur d'aménagement urbain de la capitale. Un atelier de restitution des résultats de ce projet s'est ouvert aujourd'hui. Le projet est mis en œuvre en partenariat entre notre pays représenté par les départements de l'habitat, de l'urbanisme et de l'aménagement du territoire et de l'économie
l'économie et des finances, la communauté urbaine de Nouakchott et la coopération japonaise qui s'occupe du financement et la mise en œuvre. Ce document définit les tendances majeures du développement urbain de Nouakchott qui repose entre autres sur la nécessité de maintenir un équilibre entre les expansions urbaines, l'exercice des activités économiques et l'identification des tendances générales et l'expansion urbaine et du développement des grandes infrastructures. Ce projet est financé par la coopération japonaise au profit du ministère de l'Habitat et de l'Urbanisme et la communauté urbaine. Il vise à restituer les résultats de ce document qui est un document de planification urbaine stratégique qui définit les orientations stratégiques de développement de la ville de Nouakchott d'ici 2040. La Direction générale des douanes tunisiennes a annoncé la saisie d'une grande quantité de médicaments en possession d'un passager de nationalité mauritanienne à l'aéroport Tunis-Carthage. 1300 boîtes de médicaments ont donc été saisies en possession de ce voyageur qui s'apprêtait à s'envoler vers Nouakchott. Un second voyageur de la même nationalité sur le même vol a également été interpellé en possession de 600 boîtes de différents médicaments qu'il comptait faire passer illégalement en Mauritanie. Une troisième opération de saisie de médicaments a été organisée par les agents du bureau frontalier de Azoua sur la frontière tuniso-algérienne où un véhicule portant une plaque d'immatriculation algérienne a été saisi. Selon le vice-président du syndicat tunisien des propriétaires de pharmacies privées, entre 200 et 300 types de médicaments manquent quotidiennement des pharmacies tunisiennes privées. Il y a 20 ans, jour pour jour, son traité fondateur, le statut de Rome, a été adopté pour la Cour pénale internationale. Aujourd'hui marque la date de son anniversaire, un anniversaire qui intervient alors que la Cour est de plus en plus critiquée. Retour à South City. Comment affronter son futur quand on s'appelle Cour pénale internationale et qu'en 20 ans d'existence, l'on n'a pu prononcer que 3 condamnations après avoir dépensé des centaines de millions de dollars en budget? Comment convaincre une opinion internationale de plus en plus sceptique quant à l'efficacité de la CPI, au statut de Rome non ratifié par des membres importants du Conseil de sécurité disposant d'un droit de veto? Comment avancer sans être taxé de partialité ou de cours politisés aux mains de pays puissants, quand la quasi-totalité des procédures en cours ne concernent qu'un seul continent, l'Afrique. Pêle-mêle, un tas de questions fortement existentielles auxquelles la CPI doit faire face et apporter des réponses convaincantes au moment où elle commémore ses 20 ans d'existence. Des représentants de haut niveau de plus de 30 États ont assisté à une cérémonie commémorative de cet événement. Figuraient parmi eux le président de la République fédérale du Nigeria, des représentants des Sénats et parlements nationaux, des ministres des Affaires étrangères et des ministres des Affaires étrangères et de la Justice, ainsi que des représentants d'organisations internationales et régionales, de la société civile et du monde universitaire. Les intervenants ont réitéré leur soutien à la justice et à la responsabilité pour les crimes les plus graves contenus dans le statut de Rome. La procureure de la CPI, Fatou Bensouda, a souligné l'importance de cet anniversaire et l'opportunité qu'il présente de réaffirmer les valeurs et objectifs du statut, mais aussi de réfléchir aux moyens de rendre le système du statut de Rome plus efficace. Adopté le 17 juillet 1998, le statut de Rome est le traité fondateur de la Cour pénale internationale et est soutenu par plus de 120 pays. À moins de 2 semaines de l'élection présidentielle au Mali, le rythme du retrait des cartes d'électeurs semble assez lent dans l'ensemble du pays. Sur les 8 millions d'électeurs inscrits dans le fichier, les cartes d'électeurs de 3,5 millions n'avaient pas encore été enlevées à la date du 14 juillet. Un récit signé Hamaoula Diagana. La
La cadence n'est toutefois pas identique partout sur une moyenne nationale de retrait de 57%. La région de Sikasso occupe le haut du pavé avec plus de 71% de cartes enlevées sur plus d'1 million d'inscrits. Il est suivi d'une autre région à forte concentration d'inscrits, en l'occurrence Ségou, où 30% des cartes sont restées entre les mains des commissions de distribution. Avec une atmosphère politique alourdie par les conflits intercommunautaires et la psychose des attaques terroristes, la région du Mopti est tout naturellement en deçà de la moyenne nationale, avec 54% sur près d'1 million d'inscrits. La situation est partout beaucoup moins alarmante dans les régions de Tombouctou et Gao, qui affichent respectivement plus de 61% et 51% des cartes enlevées pour une faible concentration d'électeurs, soit plus de 300 inscrits chacune. Bamako et la diaspora sont à la traîne. La capitale ne compte en effet que 40% des retraits sur plus d'1 million d'électeurs, tandis que la diaspora malienne se trouvait à 19% de retraits. Les acteurs politiques ont accéléré le retrait des cartes en adoptant une stratégie qui consiste de retirer eux-mêmes pour leurs militants et sympathisants, de quoi éveiller les soupçons d'une fraude massive qui se mijote le 29 juillet prochain. Le président ivoirien Alassane Ouattara a levé un coin du voile sur son programme pour la présidentielle de 2020 le 16 juillet à Abidjan lors de l'Assemblée générale constitutive du Parti unifié, le Rassemblement des Oufouettistes pour la démocratie et la paix, dont il a été désigné président. Dans une allocution très attendue, le chef de l'État a laissé entendre de manière assez transparente qu'il n'envisageait pas de briguer un troisième mandat, voyant le nouveau parti comme une sorte d'ANC, le parti de Mandela, aux couleurs locales pour conduire les destinées du pays pendant encore des décennies. Tandis que Donald Trump poursuit le virage isolationniste américain, l'Union européenne multiplie à contrario les alliances. Aujourd'hui, mardi 17 juillet, ses principaux dirigeants, Jean-Claude Juncker à la tête de la Commission et Donald Tusk, le président du Conseil, ont signé un accord de partenariat économique entérinant définitivement le traité de libre-échange UE-Japon. Ce dernier est le plus important à ce jour jamais signé par les Européens. Il devrait permettre un accès inédit des produits agricoles européens au marché nippon, encore très fermé, avec la reconnaissance d'environ 200 appellations d'origine protégée et à terme entraîner l'annulation d'1 milliard d'euros de droits de douane annuels sur les produits importés par le Japon. En échange, Tokyo a obtenu une levée progressive des droits de douane sur ses voitures et sur ses pièces détachées automobiles. Ainsi, mesdames et messieurs, prend fin cette édition. Merci à vous de l'avoir suivi. Un grand merci à toute l'équipe technique et rédactionnelle. À sa tête ce soir, Hamaoullah Djagana, mention spéciale à El Haj Maliksi, ainsi qu'à Khalid Dehebi. Avant de nous quitter comme chaque soir, tout de suite, le rappel du sommaire. Des bureaux dédiés à l'enregistrement à distance ouverts aujourd'hui à Nouakchott. L'opération sera généralisée aux autres capitales régionales. Le schéma directeur d'aménagement urbain de Nouakchott, le document a fait l'objet d'un atelier de restitution. La CPI fête ses 20 ans sur fond de polémique et sur sa politisation et son inefficacité. L'information continue sur notre site www.sahel.tv. Quant à moi, il ne me reste plus qu'à vous souhaiter de passer d'excellents moments en compagnie des programmes de votre chaîne privée Sahel TV. Très bon moment à tous et à demain.